Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce troisième webinaire de défi. Les deux premiers webinaires étaient tournés autour de l'entreprise en difficulté puisque nous sommes allés sur le terrain de la prévention comme acte positif de gestion et nous avons également échangé sur les possibilités de transmission dans le cadre de plans de session, ce qui permet de pérenniser des activités. Aujourd'hui, nous allons parler de management. Nous allons parler également de valorisation d'entreprise, de valorisation du capital humain. Nous sommes partis pour 1 heure de temps. Vous avez à votre disposition un espace de chat et des questions-réponses. Pour vous présenter rapidement l'initiative de Défi, Défi est née d'une volonté de 15 dirigeants indépendants de se regrouper pour pouvoir partager ensemble leurs expériences, leurs expertises et pouvoir réfléchir, avancer des solutions souvent méconnues, mais qui répondent réellement aux enjeux des entreprises. Aujourd'hui, Défi est basé sur une logique de co-construction avec des valeurs de pragmatisme, de parler vrai, et est vraiment à la disposition des dirigeants pour pouvoir répondre à tous les enjeux qui correspondent à l'entreprise. La thématique d'aujourd'hui est celle-ci, la suivante. Quel management dans les 2 ans à venir, dans une logique de valorisation du capital humain? On a tous été très fortement impactés par ces derniers mois. On a tous la nécessité en tant que dirigeants que de redynamiser nos équipes, ça a été fait, de remettre en place des nouveaux changements, des paradigmes qui ont un petit peu évolué, enfin, faire évoluer nos organisations, leur permettre d'avancer, même avec une visibilité plus courte, et puis également de pouvoir après reprojeter. Aujourd'hui, on a un objectif qui est de présenter les impacts de cette crise Covid sur les organisations, de faire également un focus, une mise en valeur des attentes des salariés qui ont changé, des impacts forts, notamment sur le plan psychologique, et puis de voir comment, à partir de ces briques, de ces éléments qui sont devant nous, on va pouvoir réussir à reconstruire des organisations, redonner des futurs à ces organisations, à ces entreprises. Alors, un sommaire assez détaillé, on partira d'un point de contexte, et après, on déroulera le fil, on reverra les événements comme ils ont été vécus, donc une première phase de sidération qui très vite a donné lieu à une organisation. Se transformer, faire de ce qui au départ était une contrainte, une force, et puis évoluer comme ça au fil de ces différents chapitres que nous allons ensemble aborder, pour arriver à ce que sera certainement dans quelques temps ce nouveau capital humain, cette équipe qui aura été soudée de nouveau, qui en plus aura certainement été élargie avec beaucoup plus de complémentarité avec les gens qui sont autour de l'entreprise. Nous aurons la chance d'avoir différents témoignages aujourd'hui, un témoignage en live et puis 2 témoignages en vidéo. Et puis, encore une fois, vous avez la possibilité de poser vos questions et nous y répondrons à la fin de cette session. Tous les participants qui vont être autour de la table aujourd'hui sont des professionnels du recrutement, du management et de la valorisation d'entreprise, ce qui permettra vraiment de couvrir l'ensemble de ce panel. Donc, nous allons justement commencer cette présentation par Martin Bottier, qui aujourd'hui sera l'un de nos témoins, qu'on aura la chance d'avoir en vidéo live, et qui est président et cofondateur de Rushmix. Bonjour Martin. Bonjour à tous, enchanté. Nous aurons également le témoignage de Christophe Lambolet en vidéo. Christophe est directeur administratif et financier du groupe N-Services. Nous aurons également une deuxième vidéo avec le témoignage de Jackie Kellman, qui est directeur général de la Brasserie Georges, un établissement bien connu des Lyonnais et qui malheureusement a connu des difficultés qu'on imagine liées à la restauration. 3 acteurs aujourd'hui de Défi participeront. Éric Bottier, qui est expert en recrutement de cadres dirigeants. Bonjour Éric. Bonjour. Gilles Lioret, qui est vice-président chez Agami Corporate. Bonjour à tous. Et Pierre-Yves Fréminet, qui est directeur du pôle industrie service distribution chez MCG Managers. Bonjour à tous. Alors, commençons tout de suite. Eric, tu analyses beaucoup d'études qui sortent, beaucoup de données également. Tu es au contact des dirigeants, notamment pour tout ce qui est lié à leur recrutement structurant. Comment vois-tu les choses aujourd'hui ? Alors, on est dans une période que peu de gens ont connue,
Tous ceux qui sont dans ce webinaire, j'imagine, n'ont pas connu ce genre de situation. Et en fait, la période que nous vivons met en lumière de façon beaucoup plus prégnante certains sujets qui étaient déjà présents dans la réflexion collective des entreprises et des salariés. C'est donc, comme toute crise, un accélérateur de changement plus ou moins profond. Moi, j'ai 3 questions qui peuvent arriver assez rapidement face à la situation que nous connaissons tous. La première, c'est qui peut affirmer qu'une fois passée la crise sanitaire, les habitudes d'avant ne vont pas revenir naturellement? La deuxième, la prise de conscience collective est-elle suffisamment mature pour assister à de vraies ruptures dans les organisations, dans la gouvernance et les comportements? Et la troisième, la prise en compte des changements est bien entendu très différente selon la nature des entreprises, de la culture, de son actionnariat, de ses activités, que ce soit une PME, une PMI, une ETI, un groupe, dans l'industrie, dans le service, quel que soit son marché, son secteur et ses moyens. Donc, face à une problématique qui apparaît aujourd'hui globale, et même si des tendances générales se dessinent, l'approche des solutions et des changements pourra-t-elle être homogène? Alors, effectivement, comme tu le disais, Vincent, il y a aujourd'hui tout un tas d'études, de sondages, d'éléments qui sont disponibles sur le marché, qui ont été réalisés pendant la période de confinement et post-confinement. Et une de ces études est celle qui a été récemment publiée par Cadre Emploi, réalisée par l'IFOP, étude réalisée en juillet et publiée récemment, donc au mois de septembre. Pour avoir évoqué cette étude avec eux, donc, même si cette étude est récente, certains éléments chiffrés que je vais vous montrer et que comporte cette étude subissent sans doute des variations depuis la rentrée de septembre au regard de l'évolution de l'économie, des entreprises et de la reprise de la crise sanitaire. En clair, ce qui est vrai début septembre est sans doute beaucoup moins vrai début octobre et sera sans doute beaucoup moins vrai début novembre. Il y a des telles modifications de comportement, d'attitude qui sont liées à l'ambiance générale, à la crise sanitaire, etc. Si je prends l'exemple de demain, l'intervention du président de la République, qui peut annoncer des choses avec des postures un peu radicales, ça peut tout à fait changer l'attitude, le comportement, l'état d'esprit des dirigeants et des salariés. Donc en fait, tout ça évolue de façon extrêmement rapide, au gré des informations, des humeurs, de l'ensemble du corps social au sein des entreprises. Alors, pour regarder ça de façon plus précise, je vais vous présenter une dizaine de slides très rapides, hein, ça va être très rapide, pour illustrer en fait quelle est l'attitude aujourd'hui, quel est l'état d'esprit des salariés en entreprise jusqu'à leurs attentes, exprimées ou pas, vis-à-vis des dirigeants et des DRH. On peut passer la première. Alors, je n'ai pas intégré les slides, hein, Eric. Ah, je pense que si on veut rester sur un condensé, l'idée, c'est de pouvoir donner effectivement de la visibilité. On est sur le contexte. Oui. Peut-être reprendre ces différents points-là que tu as listés. Alors, ce qui ressort aujourd'hui dans les études qui ont été publiées, c'est à la fois, finalement, les salariés faisaient ou font assez facilement confiance à leur entreprise. Ça c'était à la période d'été, c'est-à-dire juillet-août. Et quand je dis faisait confiance, c'est-à-dire dans la capacité à apporter des solutions et à tenir dans le durée. Donc ça, c'était au cours de l'été. C'est une variation, c'est un chiffre qui évolue et qui est très stable depuis toutes ces années. Donc, on était dans une situation un peu de statu quo, sans doute lié aussi aux aides de l'État, type PGE, qui ont permis aux entreprises de passer ce moment-là. C'est pour ça que je dis, cet état d'esprit de confiance varie aussi en fonction de la réalité de l'économie des entreprises. Et ce taux de confiance était assez élevé, de l'ordre de 75%, sur un panel de plus de 1000 salariés contactés
et de cadre. Le confinement a impacté aussi la dimension télétravail. Donc aujourd'hui, une des choses qui est souhaitée, reconnue comme étant un élément de mode de vie en entreprise, c'est l'accélération objective du télétravail. On peut y revenir, parce que le télétravail est une solution. Est-ce que c'est une solution temporaire? Est-ce que c'est une solution pérenne? Est-ce que c'est une solution qui convient à tout le monde? Pas certain. Et aujourd'hui, comment l'entreprise et les organisations doivent adapter leurs process, leurs méthodes avec ce télétravail. Nous avons des gens face à nous, candidats en entreprise, des RH dirigeants, qui sont chahutés par ces méthodes-là, parce que pas préparés, parce que ça modifie profondément les modes d'organisation, profondément les modes de management. Je prends un exemple. Le management intermédiaire n'était pas du tout préparé à cet aspect-là. Qui plus est dans une entreprise industrielle. C'est moins vrai dans une entreprise de service, mais c'est vraiment marqué dans une entreprise industrielle où vous avez une partie de la population qui ne peut pas être en télétravail. Donc, les modes de comportement, les modes de management, les modes d'organisation sont impactés par ce genre de choses. Mais c'est quelque chose qui est réclamé par les salariés. C'est une demande exprimée. Les salariés aujourd'hui souhaitent, a priori, dans une logique de prudence, rester dans leur entreprise. Même s'ils expriment le fait de vouloir, d'être ouverts, de regarder à l'extérieur, ce qui prime aujourd'hui avant tout, c'est une forme de sécurité, ce qui n'empêche pas les salariés, cadres, de regarder ce qui se passe ailleurs, mais ils se mettront en mouvement que sur des projets clairs, solides, validés, vérifiés. Donc, on a face à nous des gens qui vont énormément contrôler, vérifier, checker les informations sur les entreprises et leurs futurs employeurs. Donc, va se poser à ce niveau-là la question de la communication, comment l'entreprise aujourd'hui s'exprime sur les réseaux sociaux, s'exprime de façon générale pour se présenter, et même si elle est en situation de difficulté. Autre point important, l'équilibre de vie est une chose qui ressort de façon magistrale et de façon pérenne. Nous avons aujourd'hui, dans les candidats que nous recevons, des personnes qui font des arbitrages entre deux propositions, entre celle qui répond le mieux à l'équilibre de vie personnelle-professionnelle. Ça peut être un lieu commun de dire ça, mais c'est quelque chose qui s'affirme de plus en plus et chaque jour qui passe. Cette crise sanitaire pose des questions d'ordre éthique, d'ordre sociologique, et qui va impacter sur les choix des salariés en poste, sur les choix des salariés qui vont chercher un autre job, et surtout sur la posture des entreprises vis-à-vis du corps social professionnel. C'est comment, moi, entreprise, je parle à mes futurs collaborateurs, comment je parle à mes collaborateurs aujourd'hui pour les amener dans une zone qui est demandée, à savoir l'équilibre de vie personnel et professionnel. Ça veut dire aussi… Pardon ? Eric, en fait, c'est vrai que ce qui est intéressant et ce qui ressort de cette étude, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un peu une remise à plat. Certaines entreprises avaient un coup d'avance là-dessus, mais beaucoup étaient quand même encore dans une phase de construction. Un peu une remise à plat entre effectivement le rôle de salarié, on va dire, à l'ancienne, et puis une volonté de faire ensemble, une volonté d'avoir la possibilité d'initiative, de la responsabilisation. Ok, je travaille chez moi, mais parce que ça me permet d'avoir aussi un petit peu plus de latitude dans ma façon de travailler. Je ne perds pas de temps dans le transport. Oui. Enfin, voilà. Oui. Il y a 5 points qui ressortent. Un, il y a une demande de flexibilité, d'organisation, d'autonomie, demander à son manager d'avoir plus de confiance. On touche aujourd'hui à une problématique de confiance. Comment mon manager peut me faire confiance pour que je travaille différemment ou que j'interagisse différemment au sein de mon entreprise. Il y a une demande d'un management beaucoup plus souple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être managé par un système d'objectifs avec un résultat à obtenir au bout est quelque chose qui est régulièrement demandé, au lieu d'être contrôlé au jour le jour, etc. Donc, le management par objectif
est quelque chose qui est demandé. La formation à distance est quelque chose aussi qui ressort de façon claire et nette. Les salariés cadres au sein de l'entreprise s'intéressent aujourd'hui à la formation à distance par les MOOC, par YouTube ou toute forme par podcast et autres. Aujourd'hui, comment l'entreprise répond à cette problématique-là, à cette demande-là, qui va n'avoir de cesse que de progresser. Mais c'est une chance aussi, il faut le prendre comme une chance. L'autre point, c'est la communication. Nous sommes dans une période où les salariés, les collaborateurs, quel que soit leur niveau, demandent, exigent, entre guillemets, presque, une communication claire, factuelle. Ils sont absolument matures pour entendre des messages difficiles. Donc, ce n'est pas un problème en tant que tel. Simplement, ils préfèrent l'entendre directement et franchement de la part de leur manager direct plutôt que de l'apprendre par la presse. On a beaucoup de retours là-dessus en disant « mais moi, j'apprends que mon entreprise va licencier X personnes, je n'étais pas au courant ». Or, il faut intégrer que les salariés aujourd'hui, en grande partie, sont des gens matures, ils lisent, écoutent, entendent. Ils vivent dans un écosystème où ils captent l'information. Donc, ce point de communication est majeur. L'autre point qui ressort aussi, il y a une demande d'engagement social, sociétal, sur des projets connexes au cœur de la vie de l'entreprise. Je prends un exemple qui est paru ce week-end dans la presse, où des chefs d'entreprise, une dizaine de chefs d'entreprise se sont mobilisés pendant un week-end pour emmener des jeunes en situation juridique difficile, en clair, à limite prison, pour cheminer ensemble, pour marcher ensemble, et pour que ces chefs d'entreprise parlent à ces jeunes qui sont complètement désociabilisés. Et il n'y a pas de communication, il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de bruit fait autour de ça. Mais ce genre d'initiative partagée par les dirigeants, les salariés, et quelle que soit l'initiative, crée du lien, crée un sentiment d'appartenance, crée, j'allais dire, du positif et une forme de bonheur dont on a tous besoin. Voilà. Donc, ce sont des éléments aujourd'hui qui sont demandés par les salariés, par les cadres. C'est une recherche qu'ils expriment. Au-delà d'outils, je sais qu'une question a été posée par les participants sur quels sont les outils possibles pour les 2 ans qui viennent. Moi, je vais vous dire en toute humilité et franchise, le premier outil, c'est la discussion, la communication, l'échange. C'est se parler. Les écrans, c'est un filtre. Sont un filtre. L'outil premier, c'est l'échange. C'est parler, se comprendre, exprimer les inquiétudes, exprimer ses envies, exprimer ses besoins et voir comment l'entreprise demain peut ou non les prendre en compte dans les projets qui seront à mettre en œuvre. Voilà. Très bien. Je te remercie, Eric, pour ce contexte très complet. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui ressort très bien de ce que tu nous donnes, c'est effectivement un petit peu cette prise de conscience qui était très certainement là, mais qui aujourd'hui est offerte par la rupture de lieu. On a été obligés pendant plusieurs semaines d'être séparés et les gens ont pris ça comme effectivement une responsabilité et ils l'ont pris de façon certainement tous, en tout cas une majorité de façon très positive, pour pouvoir dire ok, aujourd'hui il y a des choses qui me plaisent, d'autres qui ne me plaisent pas, allons jouer sur mes forces. Et justement, c'est un petit peu c'est la première question qu'on veut se poser aujourd'hui, c'est ok, on n'a pas tous de la visibilité, on est même presque tous dans le cas contraire, mais il faut quand même avancer, il faut continuer à piloter l'entreprise, il faut engager dès maintenant des changements sans rupture. Et comment s'engager sur cette voie-là? Alors, Gilles, toi justement, tu as suivi les chefs d'entreprise dans cette démarche. Qu'est-ce que tu veux nous en dire aujourd'hui? Merci Vincent. Moi, à ce stade, je voudrais quand même revenir sur le caractère très inédit de cette crise. La dernière grande crise qu'ont vécue nos entreprises était celle des subprimes, il y a une dizaine d'années, en 2008. C'était une crise financière. Il s'agissait en fait essentiellement pour les entreprises de repenser à leur structuration financière, essentiellement à l'amélioration de leur compétitivité. Aujourd'hui, on vit quelque chose de totalement inédit et de complètement différent. La crise de la Covid-19, c'est une crise sanitaire, c'est une crise sociale
qui a déjà, 3 mois après, 4 mois après, des conséquences économiques et sociales inédites. Et surtout, et je rejoins donc un petit peu Eric qui explore déjà des premières solutions à apporter, mais cette crise, elle a surtout des conséquences psychologiques et individuelles sans précédent. Donc, nous le voyons dans les entreprises que nous finançons, que nous accompagnons. Cette crise psychologique, elle est effectivement liée à des nouveaux systèmes de travail. Alors, on parle beaucoup de télétravail. C'est aussi lié au choc psychologique du confinement et du déconfinement. Et donc, on vit quelque chose de complètement nouveau, que les entreprises n'ont jamais vécu. Et par conséquent, cette fois-ci, l'enjeu du rebond pour ces entreprises sera plus exclusivement lié à une amélioration de la compétitivité ou repenser à une structuration financière, mais sera vraiment lié à ce qu'on pourra définir comme étant le capital humain, à des réponses très concrètes et rapides aux attentes sociétales, et puis aussi au repositionnement concurrentiel en fait, de ces entreprises. C'est-à-dire qu'on voit bien que les écosystèmes sont en train d'être bouleversés. On peut prendre des exemples dans le secteur de la restauration, mais aussi dans le secteur de l'aéronautique, dans toute l'industrie de mécanique de précision. Ce qui était vrai en début d'année 2020 ne l'est plus aujourd'hui. Et donc, c'est un moyen aussi finalement opportun pour les entreprises de repenser un petit peu à leur positionnement, de regarder comment vivent, où en sont leurs principaux concurrents, pour finalement réfléchir à des nouvelles stratégies. Je voudrais ajouter que ce qui est quand même tout à fait nouveau auprès de nos entrepreneurs, c'est que on voit bien que il y a tout un tas d'incertitudes. Alors, notre président va intervenir demain. On ne sait pas ce qui va se passer, confinement, pas confinement. Est-ce qu'il y aura une nouvelle vague? Est-ce qu'on est dans une deuxième vague? Est-ce qu'il y aura une troisième vague? Plus largement, est-ce qu'il y aura de nouveaux virus? Est-ce qu'il y aura de nouvelles crises? Très certainement. Aujourd'hui, nos entrepreneurs sont dans cette vérité-là, qui est de dire, bon, voilà, ce qui était acquis hier, cette gestion de croissance annuelle, il faut aller au-delà de ça. On sait que dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, de toute façon, il va falloir penser à gérer de nouvelles crises. Et donc, cette incertitude-là, elle doit conduire effectivement à développer des organisations agiles, des organisations souples, des organisations aptes à gérer avec toute la difficulté que ça impose des pivots stratégiques. Alors, ce sont des recommandations qu'on donne généralement à des jeunes entrepreneurs qui créent ou qui sont en phase d'amorçage ou sur des premiers financements importants de leur activité, qui consiste à dire attention, ce pourquoi vous engagez vos partenaires financiers aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que vous allez réellement développer demain. Donc, gardez bien quand même à l'esprit le fait que vos marchés vont évoluer de telle façon à ce que vous allez devoir, dans 6 mois, dans 1 an, dans 18 mois, opérer des pivots stratégiques forts. Donc, sachez accompagner vos équipes dans ces changements, dans ces bouleversements, mais sachez aussi expliquer à vos investisseurs ce qu'il en est. Donc voilà, donc, moi à ce stade, je pense qu'effectivement cette prise de conscience, elle a eu lieu auprès de nos entrepreneurs. Et effectivement, tout ça va conditionner et est en train de conditionner l'organisation des structures. Voilà. Alors on va peut-être développer tout à l'heure justement qu'est-ce que pourront être ces organisations agiles, comment les équipes, comment les salariés vont se retrouver dans ces organisations. Mais en tous les cas, c'est une prise de conscience très forte et inédite aujourd'hui. Dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, Gilles,
il y a deux choses qui me marquent. La première, c'est que les cycles ont été complètement bouleversés et aujourd'hui, on s'adapte par nécessité au cycle qu'on entendait dans les startups, pivoter tous les 18 mois, enfin, changer des entreprises très rapidement. Et ça, effectivement, c'est un vrai changement pour les entreprises, on va dire, plus traditionnelles. Le deuxième élément, et qu'on va aussi aborder derrière, c'est que ces changements n'ont pas la nécessité d'être compliqués. Au contraire, c'est des changements tout simples. Et c'est justement ce qu'a montré dans son témoignage Jackie Gallman, donc, qui est directeur général de la brasserie Georges, c'est qu'aujourd'hui, les actions qu'il a mises en place sont des actions simples, mais pour embarquer, pour fédérer les équipes. Donc, je vous propose maintenant d'écouter ce témoignage de quelques minutes. Jackie Gallman, je suis directeur général de cet établissement emblématique de Lyon depuis 20 ans maintenant. C'est une situation assez compliquée en termes de gestion d'entreprise parce que il a fallu apprendre à vivre le jour le jour. On a mis à peu près une petite semaine pour mettre vraiment définitivement à l'arrêt l'établissement. On a profité aussi pendant cette fermeture de refaire le site internet, d'avoir des témoignages de collaborateurs sur notre site qui peuvent susciter l'envie de venir travailler chez nous. On a fait une formation sur le recrutement pour les chefs de service pour essayer d'arriver à bien recruter par la suite. Le but étant tout simplement non seulement de pouvoir garder la totalité de l'équipe aujourd'hui, mais de les fidéliser, de pouvoir les garder, parce que je pense qu'une équipe qui gagne, c'est une équipe qui est solidaire. J'ai appris à prendre un peu de recul, à avoir des moments de réflexion pour me projeter un petit peu sur l'avenir de cette maison qui mérite qu'elle reste dynamique, créative et dans son jus. On a travaillé aussi avec les chefs de service et un laboratoire qui nous accompagne depuis quelques temps. Pendant le confinement, on a travaillé sur un plan de nettoyage renforcé. On doit beaucoup à nos clients et on leur doit surtout une sécurité alimentaire irréprochable. Sur les fins de semaine, on a 80 mètres de chapiteaux où on permet aux gens, à un moment donné, d'attendre en respectant les distanciations sociales. Moi, j'ai beaucoup appris auprès des gens avec qui je travaille pendant cette période et je suis encore réalisé plus qu'avant que ce qui fait la force de mon entreprise, c'est mon équipe qui m'apporte énormément et je leur dois un retour. Donc, c'est un peu ça ma philosophie aujourd'hui. Voilà, c'est un très beau témoignage et puis c'est une personnalité très attachante, Jackie, quelqu'un qui est énormément impliqué depuis 20 ans auprès de son équipe. Est-ce que tu veux réagir par un mot peut-être, Gilles ? Non, je pense qu'effectivement, là, on est dans un secteur qui est un des secteurs les plus impactés dans le secteur de la restauration. Ce qui est remarquable, en fait, c'est il faut agir d'une façon très pragmatique, très rapide. Et c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure, mais le développement de la résilience des entrepreneurs va être aujourd'hui essentiel. Donc, effectivement, il faut aujourd'hui, Eric le disait tout à l'heure, développer et accentuer tout ce qui va concerner le dialogue social, parce qu'en fait, toutes ces idées, elles existent déjà dans l'entreprise et il va falloir les faire émerger à travers, encore une fois, une volonté d'améliorer les organisations et surtout la sécurisation de toutes les équipes et de tous les salariés, ce qui est aujourd'hui une tendance quand même et une volonté forte de l'ensemble des équipes qui composent ces entreprises. Merci Gilles, merci.
Pierre-Yves, on va passer à la transformation. Donc aujourd'hui, on a une contrainte, mais cette contrainte, on peut en faire une force. C'est un petit peu l'une des lois dans le sport. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ressortent à la fois des propos d'Éric, mais aussi de ceux de Gilles et puis de la vidéo que l'on vient de voir. On peut prendre l'exemple effectivement du commercial qui effectivement reste le point clé de toutes les entreprises. Et on voit bien que tout au long de cette période de confinement, hein, depuis le mois de février-mars jusque maintenant, on est passé par des phases successives de discussions. Depuis où en êtes-vous, nous sommes là si besoin est au cours de la première semaine de confinement, avec progressivement un détachement par rapport à l'acte de vente réel. Et ensuite, je dirais, les commerciaux sont devenus plus solidaires de leurs clients, plus d'empathie. Comment est-ce qu'on peut vous accompagner, comment vous vivez le confinement. Et puis ensuite, on est passé sur véritablement une meilleure compréhension de leurs priorités, des enjeux, des impacts du Covid sur leur propre business. Donc, on était plus là dans une relation pour maintenir une relation et être à l'écoute, plutôt que d'être dans une démarche véritablement de vente. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive, bien évidemment, hein, 6 mois après cette première période de confinement, à remettre au centre de ces échanges, je dirais, une notion qui est super importante, que vous avez déjà tous évoquée, c'est la notion de confiance. Donc, il convient de recréer un lien de confiance. Pourquoi? Parce que la confiance, c'est émotionnel. Donc, il s'agit à la fois de défendre ses propres valeurs, mais aussi de créer du sens pour le client. Donc, on ne voit pas la relation avec le client dans sa relation unique entre le commercial, son client, mais dans un espace qui est plus large, parce qu'il faut y intégrer aussi le marketing. Donc, on doit travailler ensemble pour que finalement, le marketing puisse aussi créer une histoire et que le commercial devienne un conteur de cette histoire-là. Il ne faut pas oublier que la situation de télétravail n'était pas une situation classique. Cette notion de télétravail forcé qui a été imposée, elle a créé une cassure dans cette dynamique commerciale. Donc, il faut pouvoir remobiliser les équipes, les remettre au centre de leur process, mais je dirais avec une écoute de ces clients, de leurs besoins, qui est peut-être beaucoup plus forte, qu'il faut nécessairement adopter une nouvelle approche qui va à la fois mêler peut-être des actions très court terme et puis des actions plus long terme. Donc, je dirais que le commercial doit être plus résilient, plus agile. Il doit se former aussi bien sur la vente émotionnelle que sur les nouveaux outils. Et évidemment, on ne peut pas laisser de côté cette notion de négociation qui existe dans l'acte de vente, parce qu'aujourd'hui, les clients vont avoir des demandes et ont des demandes spécifiques. Ces clients souhaitent renégocier des prix, renégocier des volumes, renégocier des marges. Donc, le commercial se trouve en position défensive. Donc, il devient essentiel de pouvoir développer ses compétences émotionnelles. Alors, si on l'élargit plus globalement à l'entreprise, il y a 2 options en matière de management qui font suite à cette crise.
c'est soit on retrouve l'état initial, c'est-à-dire les comportements habituels que l'on avait, soit on profite de cette occasion pour réinventer certaines pratiques managériales. Alors, est-ce que la pandémie a été suffisamment traumatique pour inciter les entreprises à remettre en question leur mode de management? Je n'ai pas forcément la réponse parce qu'il y a eu des mesures protectionnistes de la puissance publique et des entreprises. Les réactions vont forcément dépendre de chaque situation vécue, vont dépendre des carences managériales qui ont été identifiées, de l'appréciation aussi des nouvelles formes de collaboration. Je crois que ce qu'a révélé le confinement, c'est d'abord l'importance du capital humain. Sans l'engagement des collaborateurs, les entreprises n'auraient pas pu traverser cette crise dans d'aussi bonnes conditions. En fait, la survie de l'entreprise repose autant, voire davantage, sur l'être ensemble, c'est-à-dire la relation, que sur le faire ensemble. Et je pense que ça, c'est un point qui doit faire réfléchir les dirigeants qui sont plutôt obnubilés par les chiffres, les procédures, et les inciter à adopter un mode de management qui est plus altruiste et plus collaboratif. Le deuxième révélateur de ce confinement, c'est la responsabilisation. Forcément, quand vous êtes contraint par la distanciation sociale, les managers qui pouvaient autrefois être réticents au travail se sont plus de leurs bienfaits. Donc, le confinement les a amenés à se concentrer davantage sur les résultats et à laisser plus de latitude sur les procédés, les moyens à mettre en œuvre, de façon à ce que chaque collaborateur puisse trouver un équilibre qui lui est propre. Le troisième révélateur, c'est l'importance du rôle du manager. Quand vous êtes confiné chez vous, vous êtes inquiet, les collaborateurs se sont forcément tournés vers leur manager pour se rassurer. Et surtout, ces managers, ils ont dû, en un temps extrêmement court, sans y être préparés, endosser un nouveau rôle, c'est-à-dire prendre soin de son équipe, de ses collaborateurs, les soutenir, s'adapter aux conditions de travail de chacun, résoudre des problèmes inédits, préserver le lien avec l'entreprise. Donc, tout ça montre qu'effectivement, ce manager a dû lui aussi être agile et trouver une posture un peu différente qui n'était pas forcément celle qu'il avait l'habitude d'avoir dans l'entreprise. Et ces éléments-là sont vraiment confortés par une enquête qui a été réalisée et qui montre qui met en évidence plutôt que la généralisation de la distanciation sociale, a renforcé la confiance à plus de 75%. Elle a incité les collaborateurs à prendre plus d'initiatives pour 2/3 d'entre eux et pour la moitié d'entre eux à développer la délégation et l'autonomie. Donc, nécessairement et indiscutablement, le confinement a révélé les bénéfices d'une collaboration qui est basée sur la confiance, la bienveillance, l'autonomisation, c'est un peu compliqué, le soutien, et qui sont finalement les fondements de la culture co-responsable. Alors, évidemment, une fois qu'on a évoqué ces éléments, quelles sont les nouvelles formes de collaboration qui sont le mieux adaptées à la crise que nous vivons? Je pense que l'innovation managériale existe et c'est celle qui va fonder finalement cette culture co-responsable avec les éléments, certains des éléments que je viens de citer. Renforcer la confiance, ça c'est évident, préserver cette confiance, les entreprises vont devoir renforcer le lien social et se montrer peut-être plus authentiques, plus transparentes. Le deuxième point, c'est la stabilité et l'autonomie, je l'ai évoqué. C'est le maintien de l'épanouissement et de l'engagement. Donc là aussi, face à cette anxiété de certains collaborateurs, les managers
on consacrait beaucoup de temps, mais vont encore consacrer du temps pour préserver le bien-être de ses collaborateurs. C'est entretenir la collaboration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nécessairement, là aussi, l'isolement a mis en évidence l'importance du collaboratif. Donc, éviter que cette situation altère finalement la dynamique de groupe et d'entraide. Le 5e point, c'est l'agilité, développer les impacts de la crise et la complexité de la situation sur certains métiers ont incité aussi les entreprises à se détacher un peu de leur organigramme. Donc, afin d'éviter justement le chômage technique autant que possible, des salariés ont pu endosser des nouveaux rôles et assumer des missions temporaires. Je pense qu'on y reviendra aussi dans la deuxième partie de ce webinaire. Et puis le dernier point, c'est booster la créativité, c'est-à-dire à situation nouvelle, nouvelles idées. Alors même si le Covid a des conséquences dramatiques, c'est aussi pour certaines entreprises une opportunité de se réinventer. Donc vraiment, le temps est peut-être venu de vraiment réinventer le management à partir de ces différents éléments qui ont été initiés et qui sont nés ou qui ont été révélés pendant cette période de confinement. Oui, moi je vois plutôt ça comme une opportunité parce qu'en réalité, quand on lit les mots que tu nous donnes, on est sur des choses qui font partie des fondamentaux du management. On parle de confiance, on parle d'anticipation, on parle d'action, on parle de capital humain. C'est remettre l'humain au centre des choses et finalement avoir cette opportunité que de se reposer l'outil, on va dire, dans sa fonction première. Absolument, c'est exactement ça. Merci Pierre-Yves, merci. Alors Gilles, justement, on a parlé d'accélération, on a parlé de changements profonds, de changements qui ne sont pas forcément d'ailleurs face à une cible bien maîtrisée. Comment tu vois, toi, ce nouveau paradigme? Moi, je peux que confirmer ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire que c'est une occasion pour les entreprises exceptionnelles de pouvoir effectivement agir. C'est une opportunité historique, cette pandémie, finalement. Il y a quelques mots-clés. Le premier, c'est effectivement la résilience. Aujourd'hui, ce développement de la résilience va reposer sur la capacité que vont avoir les entreprises et les entrepreneurs à sortir de la crise. Et on voit bien que ça va reposer essentiellement sur la qualité du dialogue social qui est en train d'être mis en place, qui est en train de se développer, la qualité de la gouvernance de l'entreprise. Ça repose sur la sécurisation des équipes, sur la qualité de vie des équipes au sein de l'entreprise. Et puis surtout sur cette faculté que vont avoir les dirigeants à anticiper de plus en plus. Voilà. Il y a aujourd'hui une actualité qui montre à quel point on est encore dans une très grande complexité pour anticiper les situations. Eric parlait en introduction de la formation, de l'importance que va avoir la formation. Il faut préparer les équipes, effectivement, encore une fois, à changer de métier, pourquoi pas, dans les 2 ou 3 prochaines années. Alors, voilà, aujourd'hui, on est dans cette dynamique-là. C'est vraiment, cette résilience est un facteur clé de succès maintenant des organisations. On parle beaucoup d'agilité. L'agilité aujourd'hui, c'est effectivement la variabilité des postes de travail, la répartition du travail pour les entreprises qui en ont la possibilité, évidemment, entre le télétravail et le présentiel. On a fait des études, nous, sur les mois d'été, en diffusant des sondages auprès des sociétés dans lesquelles nous sommes présents, des sondages donc auprès des salariés. On s'aperçoit qu'en fait, plus de 50%, près de 60% des effectifs conçoivent et acceptent facilement le télétravail.
pour peu qu'il soit mixé avec effectivement des temps de présentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en simultané, dans ces organisations, il va y avoir à peu près la moitié des effectifs présents en même temps sur la totalité en fait, d'une organisation. Donc ça génère évidemment énormément de réflexion, par exemple sur les locaux, la réorganisation des locaux, mais aussi sur le travail collaboratif. Si on raisonne 50% des effectifs sont en présentiel et en simultané, ça veut dire qu'effectivement, il faut gérer maintenant les temps de travail différemment. Donc, c'est des réflexions sur les outils qui doivent être utilisés. Ça nécessite donc de la formation, puisque tout le monde n'est pas formé pour utiliser ces outils. Enfin bref, il est clair que le rythme des transformations s'accélère. Alors évidemment, la transformation digitale a un rôle considérable dans ces réflexions, mais il a déjà été fait en 3 mois, ce qui n'a jamais été fait en 3 ans, par exemple. Et tout ce qui a été fait sera maintenu. On ne va pas revenir en arrière. Ça aussi, je pense que c'est quand même très, très, très important. Donc, les entreprises vont continuer à construire sur ce qu'elles ont pu finalement apprendre et organiser ces 3 derniers mois. Donc voilà, donc moi j'ai envie de dire que ça sera, je pense, le sujet d'après, mais c'est pas que du marketing, l'agilité, c'est plus ça. Voilà. Je pense que, encore une fois, il y a eu cette prise de conscience aujourd'hui, et il ne s'agit pas maintenant d'improviser quelques jolies organisations ou quelques principes pour fédérer les équipes ou attirer les investisseurs. Je crois que tout le monde a compris que ce capital humain, dont on parlait beaucoup, devient aujourd'hui, sa préservation en tous les cas et son développement, un enjeu essentiel. Voilà. Et essentiel aussi d'ailleurs, ce sera le sujet d'après, dans le calcul de la valorisation des entreprises. Oui, et effectivement, plus qu'un levier marketing, c'est quelque chose qui est devenu très prégnant, parce que si on reprend les mots, en fait, tout ça évoque un écosystème qui est très organique, donc qui vit aussi par capillarité. Donc, si les choses se passent bien sur un élément de l'écosystème, ça va relayer du positif autour. La résilience, le dialogue social, la gouvernance, la formation, l'adaptation, ce sont finalement des choses qui peuvent permettre de sortir de cette organisation mécanique et d'aller sur des choses qui sont beaucoup plus vivantes, et vivantes en interne, mais également auprès de l'écosystème. Tout à fait. Eric, justement, si tu veux, toi, donner un mot sur ces notions de résilience, d'agilité des équipes, comment tu définirais ça? Moi, je suis très attentif à des choses très pragmatiques. Les grands mots, GPEC, RSE, etc., etc. On en voit aussi aujourd'hui la limite, concrètement. Hein. Les plans sociaux, où est la RSE, la GPEC, on peut se poser parfois la question. Ça, c'est des notions qui vont bien dans des périodes où tout va bien. Aujourd'hui, pas de chance, c'est plus compliqué. Moi, j'ai 2 notions très simples. Moi, je pense que c'est une période qu'il faut mettre à profit pour revisiter par exemple, les processus et les process. Je prends un exemple très simple. Combien d'entreprises aujourd'hui ont un modèle commercial qui est totalement chahuté et remis en cause? Là où les commerciaux prenaient leur voiture pour faire le tour de France toute la semaine, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Est-ce que demain, ce sera de nouveau possible? Pas certain. Donc, comment, par exemple, on met à profit cette période de transition que nous vivons pour revisiter des processus, des process, des méthodes de travail, et on fait participer du coup les personnes concernées. Là, on touche à des choses qui deviennent positives, on travaille sur du collaboratif pour le bien commun de tous et sur le modèle de l'entreprise de demain. Deuxième aspect, c'est une chose que je trouverais intéressante, c'est de profiter aussi de ce moment-là pour faire ce qu'on fait en ce moment, des webinaires inter-entreprises sur des sujets, par exemple,
un élément qui ressort tous les jours, dont on le voit de partout, c'est le sens. Les gens recherchent du sens dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils font au quotidien. Pourquoi une entreprise ne ferait pas des micro-webinars sur des problématiques d'anthropologie humaine, de philosophie humaine, justement pour redonner du sens à la relation, redonner du sens aux choses, redonner du sens à la façon dont les gens interagissent ensemble. Moi, je trouverais que ce temps où tout le monde est stressé, contraint, justement le mettre à profit pour redonner du sens, sous cet angle-là, participatif, sous l'égide des dirigeants des DRH pour les salariés, avec des intervenants sur des sujets qui touchent encore une fois à l'anthropologie humaine, à la sociologie, pour redonner de l'air, une vision, un sentiment d'appartenance. Oui, tout à fait, effectivement, c'est fédérer, c'est faire ensemble. On va avoir là le témoignage donc, de Christophe. Nicolas a été très, très acteur pendant cette phase pour justement continuer à fédérer les équipes opérationnelles. C'est ce qu'on va écouter tout de suite. Christophe Lamboulet, je suis le directeur administratif et financier du groupe N-Service. Le groupe N-Service, ça fait partie du groupe Nicolin, qui répartit son activité autour de 4 grands pôles aujourd'hui, le pôle environnement, le pôle eau et assainissement, le pôle événementiel, et le 4e pôle, c'est le pôle service. Écoutez, je me sens comme après une phase de perturbation. Les nuages commencent à se dissiper et les éclaircies semblent également plus sereines. Notre objectif prioritaire, ça a été de rassurer nos équipes, d'être plus proche d'eux. Le deuxième réflexe a été d'adapter, d'ajuster notre activité à cette période de crise. D'un côté, nous avions beaucoup de nos clients qui fermaient leurs portes, mais en même temps, il a fallu rester présent parce que toutes les activités n'étaient pas à l'arrêt, notamment je pense au domaine du transport, sécuriser pour rassurer nos clients et leurs usagers, sécuriser aussi pour notre personnel et leur garantir qu'ils pouvaient continuer à intervenir sans risque, et ça c'était notre responsabilité. Notre objectif est de pérenniser aussi ces opérations de désinfection qui aujourd'hui sont de plus en plus importantes. On parle de moins en moins de nettoyage, de plus en plus de désinfection. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'intégrer cette problématique-là dans notre offre de prestation de services. Nous testons aujourd'hui une laveuse sur laquelle nous avons ajouté 2 buses supplémentaires qui permet à la fois de nettoyer les sols et les points de contact. Nos ambitions du moment, c'est de dire on n'est pas tout à fait sorti de la crise, mais quand même, les choses ont bien évolué. C'est rassurant de voir que l'activité quand même a repris. Pas à l'identique qu'au mois de mars, mais aujourd'hui, nous sommes en mesure d'avoir redémarré l'activité sur de nouvelles prestations. Eric, je ne sais pas si tu veux dire un mot sur cette vidéo. Non, en fait, c'est ça. En fait, ce type de période, j'allais dire, c'est qu'est-ce que je décide d'en faire. Il y a toutes les bonnes raisons légitimes du monde pour tomber dans la dépression, en lisant la presse, en écoutant la radio, la télévision, etc. Mais moi, dirigeant, qu'est-ce que je décide, moi, cadre, au poste que j'occupe, qu'est-ce que je décide de faire pour essayer de transformer ce moment qui s'impose à nous comme une opportunité pour réfléchir à d'autres choses, seul ou en collectif. Ce sont toujours des moments à la fois de forte tension, mais il en sortira des choses très positives. Et donc, il n'y a rien de pire que de rester à l'arrêt. Je comprends un dirigeant qui est englué dans des difficultés où son chiffre d'affaires se casse la figure de 60-70%, c'est l'enfer. Mais il faut le plus possible essayer de donner un peu de perspective à son organisation, à ses activités,
en les revisitant, en se reposant des bonnes questions, pas seul, il n'y a rien de pire, toujours à plusieurs. Parfait, merci Eric. Et puis merci effectivement de mettre en avant cette action. Puis tout à l'heure, tu parlais de checker, je pense que c'est des choses effectivement qui peuvent être intéressantes derrière. On arrive à notre deuxième question, c'est effectivement une projection peut-être un petit peu plus lointaine. Tout ça, ça va donner forcément des transformations profondes et notamment sur les immobilisations incorporelles des entreprises, sur les actifs immatériels des entreprises. Et comment ça sera valorisable demain? C'est une question qu'on peut tout à fait se poser. Comment toi tu vois les choses, Pierre? Ah, il a son micro coupé, visiblement. Oui. Alors, attends, Pierre, regarde. Heureusement que vous me l'avez rappelé. Les joies du webinaire. Comme le dit Eric, je crois que c'est une crise, ça doit être vécu aussi comme une opportunité. Ça accélère nécessairement les transformations et les entreprises doivent vraiment intégrer ces transformations sociétales à leur vision stratégique, à devenir une entreprise peut-être plus utile, une entreprise positive. C'est un peu ce qu'on sous-tend dans les différentes vidéos qu'on a pu voir jusque-là. Je crois qu'il faut aussi être en veille sur l'évolution de la crise et ses conséquences. On est toujours dedans. On ne sait pas quand on en sortira. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi rester au contact du client, rester au contact des fournisseurs. Il faut penser demain, il faut se projeter ensemble. Ce n'est pas tout seul dans son entreprise. Il y a des parties prenantes. Une entreprise, elle vit parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs autour d'elle. Donc, il faut pouvoir analyser les impacts, les besoins nouveaux avec ses clients, ses fournisseurs. Il faut être au contact des personnes clés, des partenaires. Il faut imaginer le rythme d'un éventuel redémarrage. Il faut regarder peut-être quels sont les investissements nécessaires ou les besoins de financement. Il faut partager ces retours-là avec les équipes. Il faut faire remonter les idées. Il faut trouver les flexibilités. Il faut créer l'énergie pour être au rendez-vous de ces attentes-là. Je crois qu'un des éléments que l'on a déjà évoqué tourne autour de l'agilité. Mais je dirais que l'agilité, elle n'est pas suffisante pour maîtriser son destin ou le construire. Il faut forcément y associer une stratégie. Tout simplement parce que sans stratégie, on a peur de l'avenir. On agit en se demandant comment on se préserve et comment on va préserver la valeur de l'entreprise actuelle. Donc, c'est plutôt une démarche défensive, alors qu'il faut être plutôt dans une démarche offensive où on va se surpasser et donc forcément répondre à quelle est la nouvelle valeur que je peux apporter sur le marché auprès de mes clients, avec mes fournisseurs, etc. Peut-être repenser nécessairement là aussi des logiques, je dirais, plus verticales de filières. On ne peut pas penser à la filière aéronautique aujourd'hui, on peut penser à la filière automobile, on peut penser à la filière hôtel-restaurant, aux filières événementielles. Enfin, voilà, il y a beaucoup de secteurs qui sont impactés où il faut repenser les choses, mais pas tout seul dans son coin. Et je crois que là, on touche aussi à la raison d'être de l'entreprise. C'est celle qui va fédérer, cimenter toutes ces parties prenantes. C'est aussi ce qu'on appelle le bien commun. Donc, c'est peut-être le moment de l'affirmer, de l'affiner, de l'analyser, et puis de pouvoir redéfinir une mission de l'entreprise qui soit peut-être plus cohérente avec l'ensemble de ses parties prenantes. Là aussi, je crois que au-delà de tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant,
les chefs d'entreprise et les DRH en particulier doivent réfléchir aussi à la manière de valoriser chacune des compétences de ses collaborateurs. Je crois que la clé de l'année à venir et peut-être des suivantes, c'est cette nouvelle monnaie d'échange dans l'entreprise, c'est-à-dire la compétence. La compétence avec un grand C, et je le prends véritablement dans ce sens-là. On a évidemment au cours de ces derniers mois vu les différentes réactions managériales face à la crise. Je crois qu'il y a aussi un certain nombre de pistes qui vont permettre de doper les compétences en entreprise. Certaines ont déjà été testées, mises en œuvre. Peut-être que face à ce gel des recrutements, il faut peut-être miser très très fortement sur l'identification des compétences. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nécessairement il faut regarder et faire des bilans de compétences, il faut échanger avec les équipes pour connaître au mieux les forces de chaque collaborateur, mais également ses attentes, ses envies d'évolution au sein de l'entreprise. Comme le disait Eric tout à l'heure, quel sens donne un collaborateur à son quotidien, à ce qu'il veut faire, à ce qu'il a envie de faire et ce qu'il veut apporter pour l'entreprise. Là aussi, ça permet peut-être de définir des atouts différents face à la concurrence et puis aussi de connaître l'évolution du besoin en compétences. Je pense qu'il faut pouvoir déployer des plans d'action tournés vers la compétence parce que ça devient un enjeu extrêmement fort. Alors, là aussi, développer les compétences, il y a celles que l'on appelle les compétences existantes et comment on les augmente pour permettre de continuer à faire nos métiers dans un contexte de mutation de métiers, c'est l'upskilling. Et puis, il y a aussi le reskilling, qui est plutôt la formation destinée à aider les personnes à acquérir de nouvelles compétences pour changer de métier. Dans les 10 ans à venir, 85% de nouveaux métiers arriveront. On ne les connaît pas encore. Il faut anticiper, il faut aussi travailler, je dirais encore une fois, main dans la main avec la trajectoire que veut poursuivre l'entreprise. Il faut aussi peut-être mieux travailler la mobilité interne avec des missions peut-être de courte ou de moyenne durée, du prêt de personnel, trouver des solutions en tout cas pour motiver et fidéliser ces talents et surtout valoriser leurs compétences. Ce qu'attend un collaborateur aujourd'hui, c'est encore une fois de trouver du sens à ce qu'il fait au quotidien, mais que l'entreprise aussi trouve du sens à l'utilisation et à la valorisation de ses compétences, que ce soit pour elle-même ou que ce soit au service d'autres entreprises. Il faut peut-être aussi imaginer travailler autour d'une plateforme de talent qui va permettre de faciliter la valorisation de ses compétences internes. Donc là aussi, pouvoir avoir une plateforme qui permet de faire matcher vite des compétences attendues avec des compétences existantes. Et puis, surtout, faire des services et des directions RH, des vrais interlocuteurs de proximité qui sont à l'écoute des équipes, à l'écoute des collaborateurs. Le RH, ça doit être un RH de proximité avant tout. Il doit mieux connaître ses équipes, il doit mieux identifier les compétences et les souhaits de chacun, de façon à ce qu'on puisse bâtir des équipes gagnantes. C'est cette proximité, je pense, qui va permettre de détecter, je dirais, la sous-performance de certains d'entre eux ou la sous-compétence de certains d'entre eux et les propulser vers d'autres postes, d'autres missions avec
un plan d'action, formation extrêmement conséquent. Et c'est aussi cette proximité qui sera certainement le socle d'un management de talent réussi. Je pense qu'il faut garder en tête le double objectif, hein. D'une part, de conserver ces profils performants pour limiter les coûts qui sont liés à de nouvelles embauches et pérenniser les postes existants. Et puis, d'autre part, c'est de faire évoluer les compétences de tous les collaborateurs, qu'il s'agisse de ceux qui souhaitent monter en compétences à leur poste ou de ceux qui souhaitent évoluer vers d'autres fonctions. Donc, on a là véritablement tous les ingrédients pour faire de ce capital humain vraiment un terreau et un actif extrêmement fort pour l'entreprise. Très bien. Merci Pierre-Yves. Merci de ce témoignage. C'est vrai que ce qui ressort, c'est qu'on se posait la question, est-ce que c'est quelque chose qui tient de l'idée? Non, en fait, on comprend que c'est quelque chose qui tient d'une action, et d'une action qui doit être coordonnée, qui doit être maîtrisée, une action qui doit être engagée dans un sens et très rapidement. Absolument. Merci, merci à toi. Alors Martin, tu es avec nous? Tu m'entends? Oui, je suis là. Parfait, Martin. Donc, toi, tu seras notre témoin in situ. Et je te remercie. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis donc le cofondateur de la startup Rushmix. Chez Rushmix, en fait, on a développé une solution pour industrialiser tout le processus de création de vidéos. Voilà, ce qui nous permet aujourd'hui, nous, de créer du contenu vidéo rapidement, en masse et à prix abordable. Pour faire simple, soit on récupère les fichiers de nos clients, fichiers vidéo, soit on va déplacer des caméramans chez eux. Et derrière, notre logiciel permet d'industrialiser le processus créatif, en fait, ce qui nous permet de gagner du temps. Voilà, donc on est une jeune startup qui a maintenant un peu plus de 4 ans d'existence. On est une dizaine de personnes et on est accompagné par des investisseurs qui soutiennent le développement maintenant depuis 2 ans. Voilà, donc avec pour objectif d'industrialiser le plus possible la création de vidéos. Parfait, parfait. Alors, quelle est ta météo, toi, aujourd'hui? Alors moi, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit aujourd'hui. Tout d'abord, je suis assez confiant. Ça peut paraître étonnant dans ce contexte et par rapport à tout ce qu'on vient de dire. La première chose, c'est que j'ai la chance d'être sur un marché qui est porteur, le marché de la vidéo, qui est aujourd'hui un des moyens de communication les plus efficaces et qui le sera encore plus dans les mois à venir dans ces temps de distanciation sociale. Et on le voit très bien aujourd'hui, notamment avec ces 2 témoignages qu'on a eu en vidéo. Donc, voilà, je suis confiant par rapport à ça parce qu'on est sur une dynamique et un produit, enfin service qui a de l'avenir. Ensuite, je suis ambitieux aussi. Ça peut paraître aussi étonnant parce qu'on est dans une phase de croissance malgré la période actuelle et on a vraiment la volonté de s'imposer comme un des référents sur le marché de la vidéo. Donc voilà, c'est les 2 mots aujourd'hui qui me viennent à l'esprit de ce contexte-là. Toujours dans l'objectif de rester positif parce que je pense qu'il faut être positif dans des situations où on voit parfois toujours le noir et le côté sombre des choses. Ok. Si tu reviens quelques semaines en arrière, ça a été quoi, toi, tes premiers réflexes à l'annonce du confinement? Tout d'abord, ça a été de communiquer avec nos équipes. Donc, on reste une petite équipe, on est 10 personnes aujourd'hui, mais ça a été de communiquer avec eux pour savoir si tout le monde était déjà disposé et équipé à faire du télétravail, connaître la situation personnelle de chacun pour savoir dans quelle disposition chacun pouvait se positionner. Donc, ça, c'était assez important. Ensuite, on a mis en place le télétravail, comme pas mal de sociétés. Nous, on est une start-up, donc on a utilisé déjà des outils, des moyens digitaux. Donc, ça n'a pas été très compliqué pour nous de passer dans ce mode télétravail. Ça s'est fait assez naturellement. On est une équipe assez jeune aussi, donc on a l'habitude de ces moyens, de ces outils-là. Et puis après, on a mis en place des choses, les mesures assez classiques de chômage partiel, parce qu'on a eu quand même, nous, un gros arrêt de l'activité pendant les 2-3 premiers mois du confinement. Forcément, on ne pouvait pas aller chez nos clients pour filmer, donc le chiffre d'affaires s'est arrêté. Donc, on a mis en place les mesures de chômage partiel pour les équipes. On a demandé toutes les aides qui étaient possibles, comme le PGE et autres. On a reporté les charges, notamment les charges sociales. Voilà, l'idée, c'était vraiment de sécuriser un maximum la suite. On a pu bénéficier aussi d'un crédit impôt innovation, comme on est une entreprise innovante, donc ça nous a permis aussi de sécuriser un peu de trésorerie. Voilà. Et puis la chose très importante derrière, nous, ça a été de communiquer avec nos investisseurs pour les tenir au courant
de la situation, de l'évolution de l'activité, des prévisions qu'on avait pour les mois à venir qui ont été, qui ont été revues. Donc ça a été vraiment une des premières choses aussi qu'on a mis en place pour les rassurer. Ok, très bien. Et si on se projette à quelques semaines, quelques mois cette fois-ci, mais dans le futur, quelles sont les perspectives? Déjà, comme je disais tout à l'heure, on a voulu sécuriser l'avenir. Donc, on a fait une nouvelle augmentation de capital avec nos investisseurs historiques qui s'est terminée à la rentrée, donc ce qui nous a permis de nous donner un peu plus de visibilité. On a parlé tout à l'heure des mots pivoter qui ont été évoqués au début de la présentation. Nous, on a réadapté notre offre pendant le confinement en proposant une offre qui est plutôt destinée au site e-commerce sur de la production de vidéos automatisée en masse pour présenter les produits sur les sites e-commerce et les marketplaces. Et ça, c'est un format qu'on vend sous forme d'abonnement et donc qui génère du revenu récurrent pour nous et qui nous donne de la visibilité pour la suite et qui a surtout un potentiel de développement assez important parce qu'aujourd'hui, des sites e-commerce, il y en a des milliers et les produits sont renouvelés tous les mois, tous les semestres, tous les ans, donc avec un potentiel business qui est important pour nous. Et puis, on est aussi dans une phase de recrutement, parce qu'on avait 3 postes de recrutement ouverts qu'on vient de trouver. Donc, on est dans cette dynamique de structurer l'équipe et puis l'avenir à ce niveau-là. Parfait, merci. Si tu devais définir ton mantra du moment, quel est-il? Aujourd'hui, on a un nombre de projets qui augmente chaque mois, en fait, un nombre de vidéos à traiter qui augmente chaque mois. Donc, le mantra et le souci qu'on a aujourd'hui, c'est de se concentrer sur l'industrialisation de nos process de production pour arriver à livrer dans les temps des vidéos de qualité à nos clients. Donc, le mantra du moment, c'est la production et arriver à délivrer tout le monde correctement pour pouvoir, comme on dit aujourd'hui dans le milieu, scaler le modèle et arriver à grandir rapidement, quoi. Merci Martin. Parfait. J'en profite pour passer au dernier sujet qui sera pris aujourd'hui et que tu vas porter toi, Gilles, dans ton rôle d'investisseur. Est-ce en quelques minutes, en essayant de rester concis, mais je sais que tu le feras parfaitement bien, tu peux nous expliquer, te projeter toi à quelques années et de faire un petit peu un retour sur ce que ça a apporté aux actifs de l'entreprise? Bon, moi, je pense, c'est ce qu'on rappelle périodiquement à nos entrepreneurs, mais je l'ai été aussi, donc je l'ai vécu et je l'ai mis en pratique. À chaque contrainte, une opportunité. Voilà. De toute façon, le but du jeu, c'est à chaque fois de ressortir plus fort à l'issue d'une crise qu'on l'a été avant. Voilà. Donc, je partage l'optimisme de Martin. Je pense qu'on est en train de vivre une opportunité historique finalement avec cette crise. Il faut se projeter. Se projeter à 10 ans, j'y crois pas. Se projeter à 5 ans non plus. Il faut se projeter à 3 ans parce que de toute façon, il faut déjà être convaincu que dans 3 ans, on va changer de métier. Donc de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de vendre quelque chose au-delà. Alors évidemment, je suis un petit peu, rapide en disant ça. La réalité est toujours un petit peu plus conciliante, mais il faut être dans cette dynamique-là aujourd'hui, que ce soit auprès des startups qui sont en train de se créer, que ce soit auprès des PME, ou que ce soit même auprès des grands groupes qui sont les maîtres d'œuvre en fait de leur écosystème, avec leurs relations avec leurs sous-traitants, etc. Il faut être dans cette dynamique-là aujourd'hui. Anticiper le maximum, créer dans ces structures agiles. On parlait de positionnement concurrentiel. Avec la globalisation des marchés, avec la numérisation des marchés, il faut partir du principe que tout existe. Dès qu'on est en train de réfléchir à quelque chose, quelqu'un est en train de faire mieux ailleurs, pour moins cher, et voilà. Donc, il faut se projeter vers cet état d'esprit, cette curiosité. Se structurer et anticiper, c'est aussi être très opportun. Il peut exister des structures qui font exactement la même chose que nous, ailleurs, qui peuvent nous permettre d'élargir notre marché, qui peuvent nous permettre de faire évoluer une technologie, qui peuvent nous permettre d'intégrer de nouvelles équipes.
on peut réfléchir en croissance externe aussi, de plus en plus. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec cette crise. Encore faut-il bien identifier ces cibles. Encore faut-il aussi intégrer dans ces structures des gens qui sont capables et qui ont le temps d'identifier ces cibles et puis ensuite derrière de les approcher pour éventuellement les acquérir. Quand on parlait de changer de paradigme tout à l'heure, c'est aussi ça. Et c'est aussi ça qui séduit évidemment les investisseurs, parce qu'à ce moment-là, les investisseurs doivent répondre présent pour finalement apporter les moyens qui vont permettre à la société de faire une acquisition. Alors, ce n'était pas initialement prévu, mais il se trouve que, aujourd'hui, ça peut l'être. Et il vaut mieux devenir un prédateur qu'une proie, en fait, dans ces périodes un petit peu compliquées. Ça, c'est certain. La deuxième chose qui est quand même assez importante, et je reviens sur tout ce qui a été dit, c'est effectivement ce capital humain. Je suis absolument convaincu aujourd'hui que c'est plus des simples mots. Voilà, ça devient encore une fois quelque chose de très important dans la valorisation des entreprises. Donc, cette agilité, cette rapidité, l'intégration évidemment de toute la transformation digitale sont des outils qui finalement vont permettre ou doivent permettre aux entreprises d'être plus proches de leurs équipes, plus proches des salariés et surtout aptes au changement de plus en plus. Voilà. Le changement, c'est quelque chose qui maintenant fait partie. J'ai eu une discussion assez intéressante avec un investisseur qui conseillait à ses clients, il y a encore peu de temps, en début d'année 2020, d'investir à Airbus, puisque Airbus n'avait jamais eu autant un carnet de commandes, jamais aussi rempli. Bon, c'était formidable et de toute façon, ça allait être encore formidable dans 10 ans. Bon, dans leur analyse, ils n'avaient juste pas prévu que 3 mois plus tard, il n'y aurait plus de compagnie aérienne pour acheter des avions, quoi. Voilà. Donc, il faut intégrer ça. Voilà. Et on voit que les grands groupes industriels peuvent aussi être complètement impactés. Alors, on est en train de parler de la 5G aujourd'hui avec toute la polémique qui va autour. Mais dans tous les métiers aujourd'hui, l'intégration de la 5G, comprendre ce que ce type de technologie va pouvoir apporter à l'ensemble de nos secteurs. Alors, on peut parler d'écomobilité, on peut parler de l'e-santé, on peut parler de beaucoup d'autres choses, mais c'est fondamental aujourd'hui pour toutes les entreprises, dans tous les secteurs. Comment nos métiers vont se transformer avec l'intégration de ces technologies. On est en train de raisonner sur 5 ans là. Et je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu écrit, mais c'est vrai que dans 20 ans, la moitié de nos métiers aujourd'hui n'existeront plus. On aura inventé d'ici là bon nombre de métiers qui n'existent pas aujourd'hui. La robotique en est la preuve aujourd'hui. Tout ce qui a été fait dans le domaine de la robotique dans la santé ces 6 derniers mois est absolument considérable. Et on ne reviendra pas en arrière. Lorsque tout ira bien, si un jour tout va bien, on n'abandonnera pas les robots, on n'abandonnera pas toutes les technologies liées à la robotique dans le domaine de la santé, bien au contraire. Donc voilà, donc il faut évidemment se projeter. Et dans cette projection, j'ai vraiment le sentiment, et je suis très optimiste, qu'enfin, les investisseurs intègrent ce capital humain dans leurs critères d'analyse. Aujourd'hui, c'est clair que la façon de gouverner une entreprise est tributaire de la performance financière des entreprises. Aujourd'hui encore, évidemment. Mais ce que sont en train de comprendre les investisseurs, c'est que cette performance financière va reposer aussi sur l'agilité et l'amélioration de la gouvernance de l'entreprise. Voilà. Et pour les entrepreneurs, c'est super intéressant. Parce que c'est une façon d'être complètement différente vis-à-vis des équipes, vis-à-vis des salariés. Voilà. Alors après, derrière, il y a une déclinaison avec toutes les solutions très concrètes qu'on peut apporter. Mais la participation des salariés dans le devenir des entreprises va redevenir un sujet fondamental. Basique. Je veux pas faire de politique, mais je termine juste là-dessus
Entendre aujourd'hui qu'on veut retaxer les dividendes, etc., c'est une connerie abominable. Ça veut dire que nos politiques aujourd'hui, ou ceux qui prétendent l'être pour les années futures, n'ont absolument rien compris. C'est pas ça, c'est qu'il faut associer effectivement les salariés à la réussite de l'entreprise. Donc au contraire, maximiser et détaxer les dividendes, mais qu'ils soient répartis, partagés d'une façon différente. Voilà les vrais sujets. Bon bref, donc encore une fois, pour conclure, moi je dirais, cette crise est une opportunité fantastique. Il faut que nos entrepreneurs se projettent vraiment sur la réussite de leur projet, en étant convaincus, par contre, que leurs structures, leurs organisations et leurs équipes deviennent un critère de plus en plus important dans l'analyse de leur performance financière. Parfait. Merci Gilles. Effectivement, c'est important de voir que cette projection elle doit se faire tous ensemble, puisque de toute façon, tous ensemble, on sera là, même si les métiers ont changé. Voilà. Aujourd'hui, notre conclusion, tu as rebondi sur ce chiffre, c'est celui qu'on donne là. C'est vrai que c'est un chiffre qui sort d'une étude d'El. 85% des métiers dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc, il va falloir tous se repenser. Et se repenser, c'est aussi poser des stratégies qui permettent d'arriver à ces nouveaux métiers. Et donc, c'est commencer à réfléchir dès aujourd'hui. Et pour ça, c'est le premier point, c'est donner la place, effectivement, pour embarquer les équipes et les partenaires pour que chacun puisse interagir, se mettre ensemble autour de ces sujets. Et voilà, c'est les messages. Donc, si on reprend les grands points de ce qui a été annoncé aujourd'hui, je vais faire de la redite, mais on a parlé d'agilité, on a parlé de gouvernance, on a parlé de place aux salariés, de système organique, on a parlé d'anticipation, on a parlé de flexibilité, de variabilité, enfin, de tout un ensemble de points, de choses qui sont à mettre en action et dans un plan d'action. Alors, pour conclure, et on a la chance d'avoir eu des questions qui ont été posées, on va aller très très vite, messieurs, vraiment, parce qu'on a été très bavards. On a 2 questions live qui sont posées. Une première que je vais vous poser maintenant. Comment faire prendre conscience aux managers qu'ils doivent changer de posture pour réussir les évolutions nécessaires, alors que l'ancien monde leur permettait d'afficher une légitimité incontestable et que leurs équipes attendent les changements? Qui veut prendre ce point en quelques secondes? Je veux bien répondre, mais je veux bien que tu résumes la question parce que je n'ai pas… Large. En gros, pour faire simple, on a parlé d'énormément de changements au niveau des équipes, mais la question, elle se pose aussi au niveau des managers. Si on demande aux gens de changer, il faut que le manager puisse ne plus se considérer comme légitime incontestablement, mais comme l'un des maillons de cette chaîne. Oui, c'est clair. Moi, je perçois la chose de la façon suivante. Avec justement le digital, on est dans un rapport de management qui est complètement différent, de plus en plus. Et c'est d'ailleurs vrai avec nos enfants, si on fait le parallèle avec l'autorité professorale à l'école ou l'autorité parentale à la maison, on a la même évolution avec l'autorité, on va dire, du manager par rapport à ses équipes au sein de l'entreprise. Les équipes aujourd'hui ont une information qui est diffuse. On est dans une espèce de transversalité de l'information. C'est-à-dire que si on nous demande quelque chose et que c'est quelque chose vient d'en haut, par définition et par réflexe, la première chose qu'on va faire, c'est s'assurer que ce qu'on nous demande ou ce qu'on nous propose est sérieux, ou est vrai, ou etc. Donc, et on a cette information. On a la possibilité de l'avoir par ailleurs sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur etc., etc., etc. Donc, le manager aujourd'hui en entreprise, il doit prouver, il doit démontrer. Il ne doit plus juste proposer pour que les choses puissent se mettre en ordre. Il doit être vraiment acteur de l'organisation qu'il propose, de son message. Et donc ça veut dire qu'il doit incarner quelque chose de complètement différent qu'une simple courroie de transmission entre la volonté des investisseurs sur un board et des équipes très opérationnelles. Il doit incarner son projet à tous les niveaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau.
Et Eric parlait de formation, mais il y a des formations managériales qui sont très certainement indispensables pour bon nombre de cadres importants de société, ça c'est évident. Donc, cette période un petit peu compliquée, elle doit permettre aussi aux entreprises de repenser ça, de repenser leur middle management, par exemple. Voilà. Et c'est vrai que la remise en cause, ça fait partie des points qu'on a beaucoup annoncés aujourd'hui. Une remise en cause positive, hein, bien sûr, mais ça fait partie des outils qui doivent être quotidiens dans le rôle du manager. Oui, puis pour l'entrepreneur, pour le dirigeant, déléguer. De plus en plus, le problème de la délégation, c'est un problème dont on entend parler depuis des décennies, mais aujourd'hui, c'est du concret. Un entrepreneur ne sait pas tout faire et c'est de moins en moins tout faire. Voilà. Donc, il est indispensable qu'effectivement, on puisse faire monter en puissance la compétence. On parlait de talent et de compétences tout à l'heure de ces équipes. Les impliquer, et les impliquer de plus en plus dans toutes les décisions, y compris les décisions stratégiques. Et puis être capable aussi d'aller chercher sur d'autres choses que sur du simple fait. On en parlait tout à l'heure, il y a le savoir-faire, mais de plus en plus mettre une place au savoir-être. Oui, on a commencé par ça aussi. Ça rejoint tous les critères de sécurisation qui sont directement liés à la nature de la crise qu'on traverse aujourd'hui. Mais voilà, le savoir-être, le respect, bon, c'est aussi, ça repose sur la réalité que les entreprises sont en train de vivre aujourd'hui. Messieurs, on finit. Ce que je vous propose, merci à tous et à toutes, bien sûr, d'avoir suivi ce webinaire. Vous avez là les coordonnées du prochain, donc sur un sujet qui sera directement animé depuis la Chine. C'est quelque chose qui sera assez intéressant à vivre. Est-ce que chacun d'entre vous, messieurs, veut finir par un mot, mais vraiment juste un mot? Gilles, je te vois. Je viens de dire... moi, j'ai envie de dire optimisme. Voilà. Voilà. On est dans une opportunité historique. Parfait. Pierre-Yves, un mot? Confiance. Génial, merci. Eric? Oser, bouger. Parfait. Voilà. Génial. Martin? J'allais dire optimiste, alors je dis positif. Allez, et bien moi, dans ce cas-là, je prends en collaboratif et je vous remercie tous et toutes encore une fois et je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir.